patients experts, consultants, formateurs, enseignants. Tu pourras compléter éventuellement, Guillaume. Donc, nous avons ensuite Étienne Petit-Mangin, qui est membre de la CNSA et président de la commission autonomie de l'UNIOPS. Sébastien Martin, qui est directeur de la maison départementale de l'autonomie du département qui nous accueille, les Alpes-Maritimes. Et puis Charles Guépard, directeur général de la FEAP. Donc, je suis particulièrement contente d'animer une table ronde autour du médico-social, qui est parfois un peu le parent pauvre des rencontres, on va dire, très sanitaire, et particulièrement concernée par le sujet, effectivement, des territoires et des dispositifs de coopération. Dans un rapport qui a été remis au gouvernement l'année dernière, qui avait chargé la députée du Puy-de-Dôme, Christine Pérez-Beaune, de regarder les restes à charge dans les EHPAD, elle a dressé un constat assez critique en parlant d'un système complexe, illisible et peu pilotable, avec une offre très disparate selon les départements, très peu articulée et des iniquités territoriales majeures. Donc sa conclusion, qui est effectivement un peu une accroche, sans un territoire, sans une configuration, sans une politique. Alors, elle décrit à travers ce constat la situation dans le champ de l'autonomie des personnes âgées, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose sur le handicap. Donc on voit bien que quand on parle de territoire et de coordination, de coopération des acteurs, de rendre le pouvoir aux acteurs, c'est un véritable défi également dans le secteur médico-social. Alors la première question que je vais poser, elle est pour Guillaume. Et elle concerne peut-être le territoire le plus petit, qui est le domicile. Le domicile qui est beaucoup mis en avant puisque aujourd'hui on privilégie le virage domiciliaire dans le handicap, également depuis plus longtemps dans le secteur des personnes âgées. Et j'avais envie de demander un peu à Guillaume comment ça s'organisait au domicile, l'intervention des professionnels. Est-ce que les professionnels s'articulent entre eux? Est-ce qu'il y a de la coordination? Est-ce que cette coordination est financée aujourd'hui? Et plus généralement dans les prix de journée des intervenants, en sachant que APF France Handicap disait récemment dans un rapport que 50% des plans d'aide aujourd'hui n'étaient pas mis en œuvre pour des raisons à la fois économiques, mais surtout pour des raisons de ressources. Ça a été effectivement pointé du doigt ce matin par Gertrude, mais ce qui est vrai au Québec est bien entendu vrai également dans notre pays. Donc Guillaume. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup d'intégrer le médico-social au sein des rencontres santé de Nice. Dominique, tu mets les pieds dans le plat, les miens vont rester sur les quatre pieds et les roues vont casser le plat sûrement. Alors, je vais te répondre non. Non pour plusieurs raisons. Non, le médico-social et le médico-social à domicile, aujourd'hui, ça marche très moyen. Ça ne s'est pas bien fonctionné. Ça ne fonctionne pas bien. Pour plusieurs raisons. La première, à mon sens, je ne parle que de ma petite expertise, de gens qui voient des patients régulièrement, de patients moi-même, mais je ne parle pas de manière systémique, je n'ai pas d'affiliation dans une grosse association. Je suis complètement libre de ma parole. Je tiens à le signaler parce que voilà, c'est important dans les propos que je vais tenir derrière. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le principal problème pour moi, c'est la formation du personnel médico-social. Et l'enjeu humain envers ces métiers,
On a un problème donc mon problème de formation, il est que c'est des formations qui sont hospitalo-centrées ou établissement-centrées aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'accueillir à domicile, sous la tutelle d'une auxiliaire de vie d'une entreprise, une auxiliaire de vie stagiaire. Alors, du coup, si jamais on leur fait un an de cours d'aide-soignant, déjà c'est court, un an de cours, et en plus, si on leur réduit un stage dans leur nouveau parcours de formation, ça leur fait 2 stages sur l'année pour des gens qui sont déjà avec un niveau de qualification bas, comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Si en plus on nommait le domicile sur ce sujet-là, comment on fait? Enfin, moi, c'est une grande question. Donc non, il n'y a pas de formation au domicile. La première des choses, c'est non. La deuxième question que tu m'as posée, c'est est-ce que le temps de coordination est financé? Alors, je vais faire une réponse mi raisin, mais là, on a autour de nous des institutionnels qui vont te répondre bien plus protocolairement que moi. C'est pas sûr. Si, je suis persuadé de cela. J'aurais envie de te dire non plus, quoi. Enfin, à 18 € hors charge pour du domicile en emploi direct, ou à 21 ou 23 aujourd'hui pour du domicile par un prestataire, non, c'est pas financé. Non, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour être financé à ce tarif. Donc il faut retravailler les grilles CNSA, PCH. Et je ne te parle pas des grilles CNSA APA, parce que là c'est pire. Là on va de mal en pis. Mais oui, voilà, ma réponse c'est non. J'aime pas commencer une table ronde par non, mais là, je suis obligé de te répondre doublement non. La question de la coordination au domicile, on la retrouve évidemment dans tous les autres secteurs et surtout les autres dispositifs. Pourquoi c'est important finalement la coordination, Étienne, dans le médico-social, que ce soit à domicile ou ailleurs? Alors, premier préalable, je ne suis pas institutionnel, je suis retraité, je suis à la CDSA, je suis à la HAS, je suis dans des tas d'instances, mais libre aussi, hein, ça existe. Je ne dépends de personne et je n'ai de revenus de personne. Donc ma parole est tout à fait libre. Sur le problème de la complexité, d'abord, si vous voulez bien, puisque vous avez introduit là-dessus et puis vous m'endissez sur la complexité, moi je ne pense pas qu'on puisse faire des politiques publiques qui soient simples. Autrement, on met des gens dans une case, dans un lit, dans une chambre, voilà, on se contente de ça. Je pense que nous avons tous la prétention de faire la politique publique autrement et d'accompagner des personnes dans leur parcours de vie et dans leur liberté de choix. C'est quand même le cœur de nos métiers, à la fois comme praticiens, soignants, auxiliaires de vie, infirmières, aides-soignantes, etc. Et ça, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce qu'il y a, on l'a dit depuis ce matin, de multiples acteurs en jeu, si on veut accompagner une personne globalement. Être au service, ensemble, du projet ou de la liberté de choix de la personne. Donc, je ne crois pas à quelque chose qui ne soit pas complexe. Il faut gérer la complexité. Maintenant, la coordination, puisque c'est la question que vous posez, mais j'aurais des tas de choses à dire sur cette question de la complexité, mais pour être vraiment dans votre question, la question de la coordination, très franchement, moi j'ai travaillé en département, j'ai travaillé comme secrétaire général du comité interministériel du handicap, voilà, j'ai fait de la coordination sans arrêt. Ça commence à être un peu pénible d'entendre parler de coordination, je le dis comme je le pense, pour de vrai. Tout le monde parle de coordination, et on en est à penser maintenant les coordinations des coordinations. Ça fait 15 ans qu'on est là-dedans. Alors, bon, c'est sans doute nécessaire, mais je pense qu'il faut, à un moment, essayer de changer un peu de pied.
Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de la capacité à avoir une approche intégrée et pas simplement coordonnée auprès des personnes. Je suis complètement d'accord. Si je peux me permettre de rebondir une demi-seconde Ça me fait plaisir. sur ce que vous venez de dire. Alors, la coordination, moi je parlais de coordination de terrain, vraiment. Et pas de coordination de système, mais de coordination de terrain. Et hélas, sur le terrain, les gens que nous avons au quotidien sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Alors, j'allais y venir. Il y a l'aspect institutionnel, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais sur l'aspect à domicile, moi je parle à chacun d'entre vous. Si vous avez encore la chance d'avoir un parent âgé, que malheureusement ce parent est un peu dépendant, vous allez passer voir votre papa ou votre maman, les deux, et puis spontanément les aider, peut-être à se lever, peut-être à faire leur toilette, peut-être à ouvrir leur volet, peut-être à leur donner du café, je ne sais quoi, peut-être même leur mettre du collier dans les yeux. Voilà. Ces tâches-là qu'on fait en tant qu'aidant assez naturellement, si malheureusement il n'y a pas d'aidant, vous n'êtes pas là, on fait appel à des professionnels, et c'est une auxiliaire de vie, une aide-soignante, une infirmière, qui peuvent passer, dans le pire des cas, 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est que la qualité de service rendu aux personnes quand elles font face à une multiplicité de professionnels qui viennent rentrer dans leur intimité? Alors c'est un exemple un peu ballot, enfin un peu mais qui est réel. Comment est-ce qu'on arrive pas simplement à faire en sorte que ces acteurs soient coordonnés, mais qu'ils aient une approche un peu plus intégrée? Ça pose toute la question de la délégation de tâches. Je sais qu'à une époque sur le terrain, on avait essayé de travailler à ça. On peut y arriver si on en a la volonté. Et ça au domicile. La question stratégique globale des acteurs institutionnels, la coordination des acteurs institutionnels ou de leur capacité de se mettre ensemble, c'est finalement pas très éloigné de la question que vous posez sur le domicile proprement dit. Et je ne veux pas monopoliser la parole. Et voilà, coordination, essayons peut-être de changer un peu de vocabulaire, voilà, changer de pied pour avoir peut-être une perspective qui percute un peu plus parce qu'on n'y arrive pas. Et on entendait tout à l'heure dans la dernière table ronde, effectivement, ce qui est mis en place ou en projet en Belgique sur les coordonnateurs de soins à domicile, sur les case managers. Pourquoi on n'y arrive pas bien en France ? Pourquoi, alors là, il y a effectivement des expérimentations d'équipes locales autonomes pour essayer de coordonner les aides à domicile pour effectivement optimiser aussi un peu les déplacements et ce que vous dites sur le nombre de visites par jour et la coopération avec les aidants, parce qu'on en avait parlé effectivement avec Guillaume, c'est pas très simple non plus. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à mettre cela en place? Est-ce que c'est pour un problème de financement ou parce que il n'y a pas de volonté politique ou institutionnelle? Si vous me posez la question, je vous réponds le plus franchement possible. De mon point de vue, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire table rase de l'existant. Ouais. Les dispositifs s'empilent et puis personne ne veut prendre le risque. Moi, il y a 10 ans, dans le département du Doubs, mon président, j'étais DGA, enfin voilà, mon président m'avait demandé, Claude Jalot, j'ai cité les noms, les sources, m'avait dit, mais c'est quoi tous ces machins de coordination? Il y a les services du département, il y a les Mayas, les trucs. Faites-moi un tableau territorialisé et montrez-moi combien ça coûte. Ben, c'était assez éloquent. Et de fait, quand on divisait la case en bas à droite, ce que ça coûtait au global, si on le divisait par les besoins du territoire, on avait tout à fait les moyens, à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, de mettre en place par exemple, des Mayas qui couvraient l'ensemble du territoire, mais voilà, ou des gestionnaires de cas, j'aime pas cette sémantique-là. Mais à un moment, bon, est-ce qu'on est capable de mettre un coup de pied là-dedans et de mettre... Non, c'est juste pas possible. C'est exactement le même problème que la question des territoires qu'on a abordé tout à l'heure. Quel est le président qui va prendre le risque de dire, bah tiens, on arrête de fonctionner avec ce millefeuille, et puis on prend par exemple comme zone, la zone assez cohérente, des bassins de vie et d'emploi.
ceux qui font, enfin les commerciaux ne s'y trompent pas, hein, les zones de chalandise, ils savent faire des études assez précises sur des zones de cohérence territoriale. Mais voilà, quel est l'élu qui va prendre ce risque-là? Bon, c'est anecdotique, je sors un peu du sujet, mais quand j'étais déjà de ce département, toujours, on avait reçu les émissaires de Sarkozy sur la révision générale des politiques publiques. Vous avez posé la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Je leur avais dit, mais il faudrait que Sarkozy se prenne pour Napoléon. Et puis, c'est pas ma tendance, enfin, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais et repense les territoires, évidemment sur une autre base que Napoléon, voilà. Mais repenser complètement le territoire. Je pense que c'est juste pas possible. Alors on reviendra tout à l'heure sur l'obligation de travailler dans cette complexité. Mais on ne peut pas rêver à quelque chose de simple, c'est complexe, mais voilà, c'est pas fatal. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume, avant que je passe la parole à Charles? Non, juste, alors si, je vais dire quelque chose quand même, mais, parce qu'on me dans le micro, mais juste rappeler que c'est d'autant plus complexe aujourd'hui que les besoins des populations évoluent en réalité, puisque d'un côté vous avez des papy-boomers dont les parents sont encore vivants, qui eux-mêmes vieillissent, et de l'autre, des personnes en situation de handicap qui sont de plus en plus mobiles et de plus en plus dépendantes. Donc ça fait double évolution du système. Alors Charles, pour la FEAP, vous avez aussi une approche sur ce sujet qui est un peu décapante, on peut dire, en disant finalement, est-ce que c'est pas plutôt des besoins de la personne qu'il faut partir et beaucoup moins que de l'organisation et des types de financeurs aujourd'hui? Alors, merci de me donner la parole. C'est assez désolant de se dire que c'est décapant de partir des besoins oui, des personnes qu'on accompagne versus l'organisation et les institutions, les organisationnaires, etc. Le fait est que tout le système est construit autour de la planification des réponses à des besoins qu'on a présumés, qui sont plus ou moins qualitatives, avec plus ou moins de chevauchement. Je ne vais pas refaire le constat de ce qui vient d'être indiqué. Alors, foisonnement d'acronymes parle sans doute pour lui-même, les DAC, les CRT, SPDA ou SP ou SPTA, on verra ce que le Sénat décide à la fin. CPTS, évidemment, on est vraiment dans un système où il faut avoir un case manager, mais plutôt pour travailler les guichets et accompagner les personnes vers les guichets, plutôt que d'accompagner la personne dans l'évolution ou dans la dynamique de ses besoins. Et ça, c'est valable pour tout, et c'est valable aussi pour le financement qui est embarqué dans ces dispositifs. Alors si on peut dire qu'on rêve à la FEAP, on est assez pragmatique malgré tout, parce qu'on défend aussi les institutions qui travaillent avec nous, mais notamment sur le handicap, on défend aussi très fortement la transformation de l'offre au service des bénéficiaires, quitte à ce qu'il y ait de la régulation ou de l'adaptation des structures qui portent cette offre. Donc on peut être un peu dans une situation d'ambiguïté ou d'ambivalence vis-à-vis des intérêts directs de nos adhérents à court terme et les intérêts profonds des personnes bénéficiaires ou des personnes qui sont servies par les institutions. Donc l'idée, ce serait aussi de travailler, et ça on doit essayer de le modéliser, c'est le rôle d'une fédération que de le faire, de travailler sur un embarquement des financements sur les personnes. Et elles ont un droit à dépenser, que la solidarité rend possible. Hein. C'est un sujet qu'on évoque notamment avec la CNSA. Et ensuite, on adapte les outils et les réponses en fonction des besoins dynamiques de ces personnes, et en essayant de les sortir le plus possible de carcans ou de dispositifs ou de silos dans lesquels ils sont inscrits et desquels il est très dur de sortir, même temporairement, pour revenir. Donc quand on est dans un EHPAD, on ne peut pas partir 3 jours, faire autre chose. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Les financements sont assis sur les structures, donc on a une vraie difficulté. Et ce qu'on aimerait, c'est essayer de retourner les choses, et dans une vision, alors rêvée, là encore, pour le coup, de responsabilité populationnelle ou d'approche par territoire et de réponse par territoire. Moi, je partage complètement la vision qui est la vôtre, sur des zones de chalandise, des bassins de 100 à 150 000 habitants, quand ça a du sens, parce que Benoît parlait de la Lozère tout à l'heure, c'est pas pareil, 100 000 habitants, c'est la Lozère plus, donc il
il ne faut pas répondre exactement de la même façon sur tous les sujets, mais vraiment d'être sur du micro et puis de la coordination au niveau des territoires, des acteurs, pour arriver à répondre à cette demande des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Est-ce que je peux me permettre une réaction, Dominique? Je suis désolé, je parle beaucoup trop. Vas-y. Juste pour mettre un peu d'eau dans votre moulin, moi j'ai un parcours de vie qui est un peu particulier. Je suis un peu hybride. Je suis passé de l'institution au domicile et pas du domicile à l'institution. J'ai fait le chemin inverse. Je me souviendrai longtemps d'un coup de téléphone marquant de la MDPH, d'un département que je ne nommerai pas ici, qui n'est pas le département dans lequel je réside, comme ça c'est encore plus facile, de ne pas le nommer, qui dit mais vous êtes sûr, mais vous êtes bien en établissement, si vous voulez vous rapprocher de chez vous, on peut vous trouver un établissement proche de chez vous. J'étais non, c'est pas le sujet, je viens de signer un compromis. Donc je vais, par un coup du sort, acheter un appartement. Donc c'est pas le sujet, je vais habiter chez moi. Mais monsieur, vous êtes en établissement? Oui, c'était le cas. Voilà. Mais c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre, ça m'est arrivé à moi. Donc je peux d'autant mieux en témoigner. J'avais envie de poser la question à Sébastien Martin, donc conseil départemental, donc un acteur institutionnel important dans le médico-social. Quel regard vous portez justement sur cet empilement quand même des dispositifs dans lesquels déjà nous, établissements, gestionnaires d'établissements, on est un peu perdus et dans lesquels j'imagine que la famille, l'aidant, le patient, la personne accompagnée ont beaucoup de difficultés à se repérer. Comment est-ce que vous arrivez avec tous ces dispositifs qui existent justement à essayer à la fois d'apporter une information simple et également à orienter les personnes dans les différents parcours qui peuvent s'offrir à eux sur le terrain? Bonjour à tous. Je vais essayer de répondre. Je vais répondre à votre question et puis je vais essayer de rebondir aussi sur ce que je viens d'entendre de la part des collègues qui viennent de parler. Bon, vous avez raison de le dire, le département est une institution forte sur les politiques de l'autonomie. Le département des Alpes-Maritimes consacre 310 millions d'euros par an sur un budget d'1 milliard de fonctionnement, donc c'est un peu plus de 31% des dépenses dédiées à l'accompagnement au quotidien des personnes et des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. On accompagne 155 000 personnes chaque jour, ça veut dire qu'il y a 115 000 personnes en situation de handicap et 26 000 personnes âgées dépendantes qui ont au moins un droit ouvert au département ou à la MDPH. Alors maintenant, on a fusionné en maison départementale de l'autonomie justement pour éviter la complexité. Et donc depuis le 1er mars 2023, on a fusionné les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes handicapées du département, la MDPH, les CLIC et également la communauté 360, qui est un nouveau dispositif qui est venu se rempiler et dont les départements et dont l'État avait décrété que les départements et la MDPH ne pouvaient prétendre à candidater. Alors nous, on a contourné le problème, on a co-candidaté avec une association locale. Donc ils se sont un peu retrouvés coincés, l'État il va être obligé de bien nous attribuer le dispositif parce que en effet il y a un empilement des dispositifs. Alors la MDA, pourquoi c'était l'objectif de simplifier les parcours des usagers, également d'aller au plus près d'eux, de répondre à leurs questions, de répondre à la nécessité des droits, d'ouverture des droits, à l'accompagnement social des personnes, des aidants. Et donc nous avons déjà créé en moins d'un an 10 guichets de proximité. Nous n'en avions qu'un à Nice Ouest, donc les Moulins, dans une
zone sensible. Donc là, on a créé 10 accueils. On en créera encore plus d'autres cette année, avec la particularité, c'est que nous serons le premier département de France à créer 2 antennes de maisons départementales de l'autonomie, incluant les missions les personnes âgées et personnes handicapées de 2 CCAS. Je peux le dire d'ores et déjà, ça sera la MDA de Cannes et la MDA d'Antibes, où là, justement, pour éviter la concurrence et éviter la complexité, et au nom du service, de la performance du service public que l'on doit donner à l'usager, nous avons, avec le département, la MDPH et ces 2 CCS, décidé de faire plus qu'un seul bloc. Vous parliez de la complexité, la coordination des acteurs et puis l'empilement. Alors oui, bien sûr que le domicile, contrairement à une personne qui est en institution où il y a un staff tous ensemble, le domicile c'est forcément plus complexe. Donc d'entendre dire que c'est très compliqué, ben oui, bien sûr, le domicile, il faut qu'il y ait la prise en compte de la dimension globale de la personne, c'est-à-dire son aide à la toilette, son aide à l'habillage, mais donc son aide humaine, l'aide au ménage, en tout cas à l'entretien du logement, son inclusion et sa capacité à assurer elle-même ses démarches administratives, la capacité à aller dans des associations culturelles de droit commun. Et donc aujourd'hui, nous, en département des Alpes-Maritimes, on travaille sur l'ensemble de ces dispositifs et nous travaillons pas plus sur le prisme de la prestation sociale que l'on attribue au travers de l'APA, de la PCH, de la H, etc., et du médico-social, mais également sur le prisme de l'environnement global de la personne. Et donc nous travaillons avec des associations de droit commun sur le champ de la culture, sur le champ du sport, sur le champ culturelle et citoyenne, pour que la personne âgée, personne en situation de handicap, ce soit la plus inclue possible et qu'on puisse changer les regards sur sur la peur de prendre en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. La complexité, elle est aussi, le département est chef de file de l'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mais il n'est pas seul. L'État a décidé qu'il y avait la CARSAT, la MSA, la CPM, l'ARS, et alors il y a des co-tutelles partout, ce qui rend forcément plus compliqué les choses. Donc, nous avons actuellement un schéma départemental de l'autonomie. Nous avons, c'était par rapport à la question de mon collègue de droite, nous avons été le seul département à avoir interviewé 1000 usagers et aidants pour répondre, pour connaître leurs besoins, leurs souhaits de vie, leurs conditions de vie aujourd'hui et celles qu'ils souhaitent de demain. Nous parlons aujourd'hui de projet de vie. Souvent, le projet de vie a été dédié aux personnes en situation de handicap. On me disait, mais de quoi tu parles d'un projet de vie d'une personne âgée? Ben oui, une personne âgée, elle a un projet de vie, et c'est normal. Elle a un projet de vie de rester le plus longtemps possible à domicile, un projet de vie d'avoir tel intervenant, de vouloir sa fin de vie comme elle le souhaite, etc. Donc, on travaille sur le projet de vie. Et donc, nous avons interviewé ces 1000 acteurs et usagers, et nous avons fait 20 fiches d'action qui répondent à leurs besoins. 2, nous sommes aussi le seul département à avoir ouvert notre comité de pilotage. Le schéma départemental de l'autonomie, normalement, c'est la politique du conseil départemental. Nous avons dit qu'il faut faire une politique départementale de l'autonomie avec toutes les institutions, et nous avons ouvert notre comité de pilotage à l'ARS, au service de l'éducation nationale, qui joue un rôle majeur pour les enfants, à la CPM, à la CAF, à la CARSAT, à la MSA, pour déjà qu'on partage une vision commune, et qu'on aille déjà tous dans le même sens. Et puis, oui, il y a d'autres dispositifs et qui viennent s'empiler, et heureusement, j'ai envie de dire, et c'est pas pour complexifier. Nous, au département des Alpes-Maritimes, nous avons nous sommes le seul département à créer chaque année 100 à 150 places de résidence autonomie pour faire l'alternative
faut offrir une alternative aux personnes âgées entre le vivre au domicile chez seul ou à l'EHPAD. 150 places, je peux vous dire, c'est énorme. Nous avons créé, d'ici la fin de la mandature, nous créerons 556 logements habitat inclusif pour pallier entre le logement du vivre seul et la résidence autonomie. Et là aussi, on sera les premiers. Donc c'est des nouveaux dispositifs, mais c'est normal, on a besoin de répondre aux besoins des gens, et les gens nous disent, quand on a interviewé des jeunes, ils nous ont dit, moi, ma vie, c'est pas d'aller en foyer quand j'aurai 20 ans. Un adulte, c'est pas d'aller en EHPAD ou dans un mouroir. Une personne âgée, c'est je veux mourir chez moi. Donc il faut qu'on multiplie les offres de logements alternatifs pour répondre à ces besoins. Et bien sûr, ça ne se fait pas que tout seul. Créer un habitat inclusif, ça veut dire qu'il faut mettre autour de la personne un service d'aide à domicile, un SAVS ou un SAMSA pour l'accompagner à la vie sociale, travailler avec les associations de quartier pour l'inclure dans la vie de tous les jours. Donc oui, forcément, il y a une multiplication, mais en même temps, elle répond à la nécessité du virage domiciliaire qu'on parle. Et puis, je tiens à rajouter quand même que nous avons, grâce à ces politiques qui ne sont pas parfaites et qui chaque jour, on se remet en question. Il n'y a pas une semaine avec mes équipes où on ne se fait pas un staff, où on ne se remet pas en question en disant là, il y a un trou dans la raquette dans la prise en charge d'une personne en situation de handicap. Comment on fait pour répondre? Comment on expérimente quelque chose pour combler et éviter une rupture de parcours? Voilà. D'accord. Merci. Donc, je vois que le département des Alpes-Maritimes utilise tous les outils, tous les dispositifs. Alors, est-ce qu'il y a des pays, Charles, où il y a des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine et où on arrive quand même, quelque part, moi je trouve, à aller un peu au-delà de cette complexité. Donc la FEAP a publié un livre blanc sur effectivement un certain nombre d'expériences étrangères. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, effectivement, il est toujours important de s'inspirer de bonnes solutions qui peuvent exister ailleurs, et ce n'est pas ici qu'on va dire évidemment le contraire. Effectivement, on a essayé de benchmarker un peu ce qui existait à la fois en Europe et dans d'autres zones du monde. On peut retenir quelques initiatives vraiment intéressantes, notamment au Portugal, en Angleterre, ou en Allemagne, sur le Portugal des aidants qui ont non seulement un statut, on sait que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais ça va au-delà de ça, des droits sociaux différents et qui sont opposables aux employeurs. Je pense notamment à une permission, une autorisation de télétravail à temps complet pendant 4 ans quand on est aidant, des dispositifs de cotisation à la retraite qui sont adaptés pour ces aidants et une volonté politique forte d'accompagner avec des dizaines de milliers de places d'aidants et de recrutement d'aidants. Donc on est dans un process d'identification, de labellisation, assorti à de la formation, à un droit à des jours de répit, 90 jours de répit par an, qui sont opposables, là encore, et on voit qu'avec ces dispositifs, on peut apporter des solutions qui sont à la fois complètes, les dispositifs institutionnels qui viennent d'être décrits, mais qui permettent aussi de porter des politiques, notamment sur le domiciliaire, etc., comme cela a été expliqué en début d'intervention. Sur l'Allemagne, des choses plus classiques, des colocations par grappe de personnes âgées, où là encore, des aides très conséquentes sur l'accompagnement, sur le design des logements en question et des crédits pour les animations. Et là encore, on peut inclure dans ces initiatives des dizaines de milliers de personnes. Donc je pense que ça peut être des choses aussi qui se développent et qui s'inscrivent dans une réponse qui est très large aux besoins. J'entendais alternative. Alors nous, on dirait que l'EHPAD est l'alternative à tout le reste, parce que c'est une question de point de vue. Et quand on est opérateur d'EHPAD, c'est normal qu'on ait aussi cette vision. Mais on essaie de montrer que, sans doute dans la dynamique de l'avenir et dans la dynamique du doublement du nombre de personnes âgées, donc du nombre de personnes dépendantes dans les 20 prochaines années, il faudra qu'on réfléchisse justement à un repositionnement de l'offre ou de la réponse médico-sociale, avec beaucoup de domiciles sans doute, du domicile accompagné soit par des aidants boostés, soit par des dispositifs d'accompagnement dont il faudra quand même retravailler le modèle économique, puisque avec ce qui est disponible aujourd'hui, on n'est pas capable d'offrir une réponse
suffisante. Vous avez de la chance de développer des places de résidence autonomie. La FEAP a perdu 20% de ses places de résidence autonomie, faute de modèle économique viable pour ces résidences autonomie. Le simple fait qu'il n'y ait pas de forfait sur le courant, par exemple, évince un certain nombre de personnes qui sont des patients très légers, mais qui ont besoin des 18 ou des 30 ou des 35 euros par jour pour permettre de débloquer un certain nombre de situations et surtout de leur permettre de rester dans un environnement qui est peu sanitarisé et pas de basculer forcément dans un EHPAD quand ce n'est pas le besoin. Donc il y a quelques corrections à apporter, mais on voit bien que on a des solutions qui existent malgré tout. Alors, le rapport Libaud a préconisé donc, la constitution d'un service public territorial ou départemental de l'autonomie, qui donc va être expérimenté dans un certain nombre de départements. C'est nouveau. À quoi ça va servir? Est-ce que ça va être encore une couche supplémentaire? Voilà, c'est quand même un certain nombre de questions qu'on se pose. Donc, Étienne, votre point de vue? Alors, non, Dominique, c'est pas nouveau. Ah. C'est exactement la même chose que ce qu'a fait la présidente de la FEAP quand elle était encore aux affaires, quand elle a mis en place la réponse accompagnée pour tous. On a parlé de la communauté 360, ou des communautés 360, qui est... la liste est longue. Le point très positif, c'est que tout ça procède des mêmes fondamentaux, et des fondamentaux que j'entends que nous partageons tous depuis ce matin. Le fait que chacun doit sortir de son couloir pour une approche beaucoup plus globale, ciblée sur les choix, l'accompagnement des choix des personnes dans leur vie autonome. Je pense que, quel que soit le vocabulaire, on peut s'entendre quand même sur cette ligne, qui est quand même une ligne intellectuellement extrêmement ambitieuse et sympathique. Le problème, c'est qu'on a du mal à passer de l'intellectuel à la réalité, pour différents points. Et comme je vois le temps passer, je vais un peu à forme de caricature, excusez-moi, je suis à disposition pour être plus précis. La difficulté, c'est effectivement que le temps politique n'est pas celui du temps de la mise en place. Et les cabinets se succédant, je le dis tout net parce que je suis libre, ils réinventent, chaque cabinet arrivant, réinvente ce qu'avait fait le précédent, et en plus, si possible, en regardant un peu en surplomb ce qui se faisait avant. C'est exécrable. Il faut dénoncer cela et dire on continue sur la même ligne. Et cette ligne, nous la partageons et garder en fait une certaine forme de clarté là-dessus. Tout ça doit être procédé aussi de quelque chose d'ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils galèrent au moins sur deux registres. L'accès à leurs droits, par défaut d'information, disparité d'information, etc. Et ensuite, la mise en œuvre du droit. Et c'est pas pareil. Une fois que le droit est acquis, par exemple pour les personnes handicapées sur une notification des peuples, il faut encore le mettre en œuvre. C'est une double galère. Donc l'ambition de ce projet SPDA, qui n'est pas nouveau, mais voilà, c'est bien celui de faciliter la vie des gens, non seulement dans l'accès à leurs droits, mais dans la mise en œuvre des droits. Et puis, je ne veux pas finir mon temps de parole sans dire qu'une condition de réussite, que j'entends de tout ce qu'on évoque depuis ce matin, pour moi, je le dis très simplement, c'est un problème souvent culturel. Un regard en surplomb du national sur le régional, qui regarde en surplomb le département, qui regarde en surplomb les villes, etc., etc. C'est détestable et ça bloque, freine les coopérations, les possibilités de se mettre ensemble. En surplomb aussi du sanitaire vers le médico-social. Voilà. Ça arrive extrêmement souvent. Alors, heureusement, il y a des personnes qui sont au-dessus de ça. Mais ce sont des personnalités. Et on l'a dit aussi ce matin plusieurs fois, c'est très personnodépendant. Voilà. Dernier mot sur l'approche de Dominique Libaud, que je ne veux surtout pas, même si elle ne me paraît pas tout à fait récente, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux, c'est que le Parlement a créé un cinquième risque. C'est
quand même quelque chose d'extraordinaire. Depuis la guerre, on n'avait pas créé un nouveau risque de sécurité sociale. Qui est capable de me dire ce que c'est que ce risque, à part de dire c'est l'autonomie? Alors moi, je suis au conseil de la CNSA, je vois les incidences sur les financements, la consolidation des financements, etc. Mais dans la vie, mes parents, ils me demandent « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Je suis bien normal de leur dire, parce que ça change de leur vie. Je vous le dis franchement, le 5e risque, ça ne change rien. Donc tout ça, il faut arriver à le rendre un petit peu désirable par les personnes. Et les problèmes, évidemment, auxquels on est extrêmement, enfin, non seulement sensible, mais qui nous préoccupent beaucoup, les problèmes de ressources humaines pour mettre en œuvre ces politiques publiques, ça, c'est aussi à voir, évidemment, avec notre capacité de rendre tout ça désirable. Alors moi j'espère que ce service public territorial, départemental de l'autonomie, je m'en fiche finalement, donnera à voir aux gens quelque chose, aux personnes concernées, quelque chose de désirable dont ils auront envie. Aujourd'hui, vous parlez MDPH, c'est un repoussoir, vous parlez maison de retraite, c'est un repoussoir, ben, tout ça, c'est voilà. Excusez-moi, je suis peut-être un peu brutal parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je pourrais détailler, être plus nuancé dans mon propos. Et je le pense vraiment. Bah, on peut être que d'accord et dire que effectivement, on est en train de rater une occasion de penser le changement du système, puisque on est en train de se dire, enfin de nous dire que la loi de programmation sur le bien vieillir est finalement pas une si bonne idée que cela, pour des raisons juridiques qu'on ne s'explique pas, puisque c'était possible sous l'emprise du gouvernement précédent, et ça devient juridiquement compliqué de faire une loi de programmation. On sait qu'une loi de programmation, elle n'interdit pas, elle n'autorise pas, et elle permet de se donner une vision, mais surtout elle permet de s'engager dans un temps long et de réfléchir à la transformation de notre modèle dans un temps qui ne se heurte pas au psychodrame du PLFSS entre octobre et décembre, psychodrame qui commence en chambre à partir de juin, donc on a une année de psychodrame, une année par an quasiment, ce qui permet quand même d'être posé, et pour la première fois on nous avait annoncé des groupes de travail et une projection sur un temps long et de se dire à 10 ans comment on fait. Et là on est en train de se dire finalement on ne va pas le faire, on va vous laisser jouer avec le SDPA et la PPL Bien Vieillir qui est au Sénat en ce moment, qui était parti à 42 articles, qui est revenu à 7 et qui va finir à 15, où on va faire des corrections à l'intérieur d'une enveloppe contrainte, sans se poser du tout la question, et je rebondis en tant qu'ancien directeur général de CHU, sur le silo et l'hospitalocentrisme qui est toujours très puissant, c'est ce qu'on a pu entendre ce matin, et qui fait que 1 euro épargné, enfin une place plutôt, ou un lit épargné dans le sanitaire, ça fait 10, 15, 100 places. Avec une unité de médecine, on peut ouvrir sans doute 10 EHPAD sur une année. Donc il y a quand même des sujets qui méritent d'être traités et à froid et dans une vision programmatique et pas de façon heurtée. Bon, comme vous le voyez, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Gertrude. Moi, j'aurais bien voulu dire quand même un mot, si vous me permettez, parce que vous parlez du SPDA, et vous êtes dans un département qui s'est porté candidat et qui a été retenu dans les 16 départements français, et donc 16 en métropolitain et 2 en outre-mer. Donc sur les 16 départements métropolitains, le département s'est positionné. Pourquoi ? En fait, parce qu'on est dans une démarche de simplification et qu'on veut faire entendre notre voix et qu'on veut faire entendre notre façon de voir les choses, pour pouvoir rédiger un cahier des charges qui finalement ne sera pas à la hauteur des enjeux, puisque la hauteur des enjeux, finalement, elle ne sera pas organisationnelle, cette SPDA, et ça sera quand même au bon vouloir de l'ensemble de la multiplication des institutions. Néanmoins, c'est important de se faire entendre sa voix parce qu'on peut simplifier, on peut décider de mutualiser et de fusionner, ou en tout cas de se mettre d'accord pour avoir des guichets uniques pour les usagers. On peut se mettre d'accord pour avoir une politique commune sur les aidants. Et il faut faire attention entre le tout national, on harmonise tout, parce que ça fait 7 ans qu'on entend il faut harmoniser. C'est extrêmement important de ne pas harmoniser. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir des départements qui sont des collectivités locales de proximité et qui connaissent leurs particularités de territoire. Ici, on est dans un territoire
particulier. Vous voyez là, vous êtes à Nice, mais il y a 80% de la population qui vit sur 20% du territoire sur la bande littorale. Et puis il y a 20% de population qui vit sur 80% des montagnes. Et bien pour autant, ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et c'est pas parce qu'on vit dans les montagnes assez éloignées et éloignées des villes qu'on doit être les dindons de la farce et les grands perdants. Et le département de la Lozère, ou celle de la Corrèze, ou celle du Nord, n'ont pas les mêmes particularités. Donc c'est extrêmement important de pouvoir s'appuyer. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que l'État n'a pas, depuis 1983, depuis les lois de décentralisation, on nous a parlé des lois de décentralisation, mais ce ne sont pas des lois de décentralisation. On n'a pas été au bout de la décentralisation. Aujourd'hui, on a fait des prismes de décentralisation où l'État a gardé des compétences, ce qui explique les doubles tutelles, notamment entre départements et ARS, sur un certain nombre de structures, et puis en plus on nous refoule une double tutelle sur les services d'aide à domicile et les SIAD. Donc voilà, la complexité, elle vient de là, elle vient qu'on n'a pas été au bout de la décentralisation. Oui, ma question s'adresse à Guillaume. Guillaume, d'entrée de jeu, vous avez parlé du territoire domicile et on a parlé de la complexité du territoire domicile. On a la chance de vous avoir comme patient expert. Toutefois, il n'y a aucune personne en avant qui a parlé de la formation alors que vous l'avez soulevé d'entrée de jeu. J'aimerais vous entendre sur les besoins que vous identifiez et qui ne sont pas comblés dans les intervenants que vous rencontrez probablement au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Gertrude, pour votre question. Alors, ça va être dur, là, parce qu'on est hors time-out, mais on va essayer. Alors, il y a un besoin de formation, déjà, des intervenants de base, des intervenants du quotidien, qui sont souvent des intervenants qui ont peu de niveau de qualification et qui ont une formation qui est faite en silo dans des lycées professionnels, financés d'ailleurs par la région, où il n'y a pas du tout de stage à domicile et où c'est souvent des métiers peu attractifs parce que peu rémunérés. Il y a une vraie difficulté de l'attraction de nos métiers, de l'accompagnement. C'est-à-dire, on peut tout rêver, mais il faut reprendre le sujet pour moi à la base du quotidien. Il faut remettre des auxiliaires de vie à raser un homme. C'est un truc con, mais si jamais on veut qu'il soit propre, il faut qu'il soit rasé, il faut que les ongles soient coupés. Dans la législation, par exemple, il n'y a personne pour couper des ongles des mains. Pour les pieds, il y a des podologues, ils ne sont pas remboursés par la Sécu par ailleurs, mais on s'en fout. Mais pour les mains, on vous dit, ben non, on n'a pas appris à couper des ongles. Ben, du coup, vous faites comment? Vous êtes obligé de vous débrouiller avec des amis pour couper des ongles, quoi. C'est un truc assez colossal. Voilà une idée du quotidien facile à faire. Hein. Reprendre de la formation de base, reprendre de la formation sur des personnes dépendantes, sont autonomes dans leur choix. Il ne faut pas se tromper de vocabulaire. Il faut reprendre la formation entre autonomie et dépendance. Une personne dépendante peut se déplacer. Moi, par exemple, sur un séjour comme celui-ci, je n'ai pas réussi à trouver d'auxiliaire de vie pour prendre une douche. Je dis celui-ci, mais j'en ai sur plein d'autres, c'est le cas, mais sur celui-ci en particulier, pour trouver quelqu'un qui se déplace sur 2 fois 1 heure pendant 24 heures, c'est pas possible. Parce que trop en silo. Donc si je sens mauvais, vous êtes gentil, vous m'apportez du parfum. Ça va encore, merci. Merci, mais vraiment, si vous avez un bon parfum, je prends. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne handicapée, de part, et je parle de la personne handicapée, je mine de rien, c'est ce que je connais le mieux, mais la personne âgée, ça va arriver, de par l'avancée technologique, elle est de plus en plus autonome. Donc il ne faut pas que le système lui rajoute de la dépendance. Voilà. Il y a une autre question? Ouais. Oui, alors j'ai un peu l'impression que la salle a besoin d'être réveillée, donc on va réveiller. Merci à Guillaume d'avoir resitué les choses au niveau où elles doivent l'être, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu qui a des besoins. Je trouve qu'on a beaucoup parlé d'institutionnel,
On parle de réunir des structures. Je crois même avoir entendu que le mot coordination, finalement, n'avait peut-être pas obligatoirement utilité, ou tout au moins que le sens devait en être changé. Enfin, en clair, qu'il fallait changer.